Bien, écoutez, merci. Je vais tâcher. Alors, c'est toujours un exercice un peu curieux pour un historien. En général, l'historien commence de façon à mettre les choses dans une longue durée. Là, j'interviens au bout d'un certain nombre d'exposés. L'avantage, c'est qu'il y a un certain nombre de phrases qui ont été dites que je peux reprendre et qui vont finalement soutenir cet exposé. Alors, je ne parlerai pas de pollution intérieure, uniquement de pollution extérieure, puisque c'était quand même le sujet, et je parlerai de métropole. Dans cet exposé, je parlerai souvent de Londres, autant de Londres que de Paris, pour des raisons historiques que vous verrez. Alors, passer par l'histoire, ça peut être simplement à titre informatif, etc. Ce que je vais essayer de faire, mais ce qui n'est pas simple, c'est de poser des jalons, de montrer l'évolution. Et comme ça a été montré ce matin, il n'y a pas que les techniques, il y a aussi les mentalités. Et les mentalités, elles évoluent parfois à un rythme, enfin, elles évoluent à un rythme qui n'est pas tout à fait celui des techniques. Alors, déjà, on va voir si la technique ne me trahit pas. Non, tout va bien. Alors, pour le plaisir, je vais commencer au Moyen-Âge, tout simplement parce que j'ai un collègue qui a écrit un livre qui s'appelle « La pollution au Moyen-Âge », ce qui pose plusieurs problèmes. D'abord, peut-être un anachronisme, puisque au Moyen-Âge, la notion de pollution, le mot date du XIIe siècle, vous voyez, mais il avait des sens philosophiques et autres bien différents. Malgré tout, il y a, dès le Moyen-Âge, un certain nombre d'éléments qu'on pourrait rapporter à des formes de pollution. Alors, il y a quelque chose dont on a peu parlé ce matin, mais qui évidemment, dans la ville du Moyen-Âge, qui n'est pas une métropole, mais qui est, il faut imaginer quand même que Paris, la plus grande ville d'Europe à l'époque, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais qui est très important, ce sont les odeurs. Et pendant très longtemps, les odeurs ont été plus, j'allais dire plus visibles, plus en tout cas présentes que simplement les pollutions atmosphériques. Au Moyen-Âge, il y avait toute une série de pollutions que on s'approche du repas, alors ne me demandez pas de détails, vous imaginez, pollution animale, pollution humaine, et puis un certain nombre d'activités qui utilisaient le plomb, le mercure, le charbon de bois, etc. Ce qui fait qu'il y avait, on a dans les traces judiciaires des procès pour des voisins qui étaient assez nauséabonds. La première trace qu'on a en France, c'est du XVe siècle, où des édits royaux demandent à certaines activités, qu'on pourrait baptiser industrielles, mais là je suis dans un anachronisme total, de sortir de ces villes pour aller un petit peu plus loin. C'est la solution la plus simple et qui sera employée pendant des siècles. Passons rapidement sur le Moyen-Âge pour arriver à une période un petit peu plus récente, le XVIIe siècle, et avec un ouvrage qui est souvent cité comme l'un des antécédents de cette prise de conscience de la pollution. Alors, c'est, vous voyez donc un ouvrage de 1661 qui a un titre latin, comme la plupart des ouvrages de l'époque, Fumigillum, et qui est d'un certain John Evelyn, 1620-1706, donc la seconde moitié du XVIIe siècle, et qui s'adresse au roi et au Parlement, nous sommes en Angleterre, donc au roi et au Parlement pour dénoncer les fumées en particulier qui empestent Londres, et à la différence de deux villes qu'il admire, qu'il a visitées, qui sont Rome et Paris. Alors, voici ce texte. Alors, je vous épargnerai mon anglais, etc. Mais il y a trois lignes que j'essaye de traduire. Alors, à l'époque, le charbon, ce n'est pas un charbon de terre, c'est un charbon de mer. Ça peut paraître bizarre, mais en Écosse, il y avait des morceaux de charbon qui flottaient, qui étaient déversés sur le rivage, et donc il parle, lui, de sea coal, de charbon de mer. Ça peut paraître très curieux, mais dès le siècle suivant, le charbon de terre, et évidemment, et puis il y avait aussi le charbon de bois. Alors, un nuage de charbon de mer fait ressembler à l'enfer sur Terre, comme un volcan par un jour de
de brouillard, cette fumée pestilentielle qui corrode même le fer. J'hésite parce que je traduis directement dans un anglais qui est quand même pas tout à fait l'anglais d'aujourd'hui, et qui pourrit tout ce qui bouge, saisissant les poumons de tous les habitants, ce qui fait que la toux et la consomption n'épargnent personne. Alors, c'est intéressant parce que 5 ans plus tard, il y a, vous savez, un immense incendie en 1666, chiffre maudit, c'est 666, c'est le chiffre du diable, et donc Londres brûle complètement, et notre auteur dit il faut en profiter pour construire une ville, peut-être pas idéale, mais un petit peu mieux. Et comme il est horticulteur de profession, il propose la plantation d'une grande haie aromatique tout autour de Londres. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est à la fois ces aspects précurseurs, mais aussi que les problèmes londoniens, dont on va parler plus d'une fois, apparaissent en fait dès le XVIIe siècle. Alors si on franchit la Manche ou le Channel, au XVIIIe siècle, on a aussi quelques textes intéressants. Le texte qui est en général cité est celui d'un médecin, c'est le médecin de Jean-Jacques Rousseau, qui s'appelle Lebec de Presles, et il a écrit un petit livre, donc grâce à Gallica, on peut en voir des extraits sans aucun problème, qui s'appelle Le conservateur de la santé. Alors c'est toute une série de recettes pour conserver la santé, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une page, et il dit l'exemple de Paris. Et là, on peut le citer. Alors je ne sais pas, peut-être pour les gens du premier rang, vous arriverez à le lire. C'est du français du XVIIIe siècle, hein, à part les S qui ont une forme de F, pour le reste, on arrive à comprendre. Voilà ce qu'il dit. Paris a une atmosphère. Alors, atmosphère est masculin à l'époque. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est féminisé, mais en tout cas, ce n'est pas au XVIIIe. Paris a une atmosphère particulière en tout temps, excepté pendant les grands vents. Cette atmosphère est formée par un air rendu très pesant par la quantité des corpuscules ou exhalaisons qu'il soutient et que leur poids empêche de s'élever fort haut. C'est ce qui forme ce nuage dont Paris paraît couvert et enveloppé dans le temps le plus serein lorsqu'on regarde cette ville d'un peu loin. Il ne faut pas chercher d'autre cause de la mauvaise odeur qui frappe les étrangers qui y arrivent et ceux qui y rentrent après avoir été absents quelque temps des rougeurs et maux d'yeux qu'ils éprouvent, du mauvais teint ou de la couleur pâle et plombée des Parisiens, de leur peu de vigueur, de la fréquence du scorbut. Pour les Parisiens, c'est dur quand même. De la promptitude avec laquelle les chairs crues se corrompent, les chairs cuites se moisissent, les étoffes et les draps perdent leur lustre, le papier et le linge se jaunissent, les maisons neuves jaunissent et se noircissent, les métaux polis se ternissent et se rouillent. Bon, il y a peut-être quelques effets de style, mais enfin, il est en tout cas intéressant qu'ils prennent l'exemple de la ville de Paris avec quelque chose qu'on connaît très bien, c'est-à-dire un nuage de pollution et des conditions atmosphériques difficiles et sans doute des conditions de travail dégradées puisqu'on se posait la question. Alors, tout cela pour dire qu'il y avait quelques témoignages. Ces témoignages restent quand même des témoignages relativement isolés. Si on avance à grands pas sur le XIXe siècle, le XIXe siècle, c'est on va reprendre Pasteur, évidemment, c'est le siècle ce qu'on a appelé le pasteurisme, et le siècle d'un souci de l'hygiène qu'on trouve partout, que ce soit par exemple dans la construction des villes. Il faut imaginer, on l'a déjà dit dans ce genre de séance, que la reconstruction de Paris par Napoléon III, le baron Haussmann, c'est avant tout de l'air, c'est avant tout essayer de rendre tout cela fluide. Les égouts, enfin tout ça est dans un sens d'une amélioration des conditions essentielles. On peut ajouter donc bien sûr quelques travaux. Peut-être ce qui est très intéressant, et là aussi, parfois quand on se tourne sur l'histoire, on se dit que ça c'est pas avancé tellement vite. Encore une fois, un Anglais qui s'appelait Robert Angus Smith, Smith c'est forcément un Anglais, et qui est le premier à faire les liens entre les pluies acides et la pollution atmosphérique. Vous voyez, 1852 et en 1872, il publie un livre
Air and Rain, The Beginnings of a Chemical Climatology. Traditionnellement, il est appelé le père des pluies acides. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudra attendre presque un siècle pour que ces pluies acides soient un sujet majeur. Or, j'ai regardé sur le site de la British Library ce livre. Bon, je ne suis évidemment pas un ingénieur, j'ai un petit peu mal, mais je veux dire, il y a une méthode extraordinairement avancée, ce ne sont que des chiffres, et là aussi, il cite la France comme un pays qui, au fond, aurait déjà pris certaines consciences. Alors, ce 19e siècle, si on, avec ces préoccupations sur la pollution atmosphérique, nous les voyons aussi par un certain nombre de dessinateurs qui ne font que révéler les angoisses du moment. Vous avez sur votre droite, oui, évidemment, forcément, la première date qui est indiquée, c'est 1883, le XXe siècle, par Albert Robida. Alors pour ceux qui sont venus plusieurs fois dans ces séances sur le Grand Paris, Robida, on en parle systématiquement. C'est un auteur qu'on appellerait aujourd'hui de science-fiction ou de politique-fiction, qui rêve le XXe siècle et qui rêve Paris. Et il a écrit en particulier un livre qui s'appelle La vie électrique, que vous avez juste en dessous, pour ceux qui sont bien placés. Vous voyez, donc sur votre droite, mais en bas. La vie électrique, ce n'est pas uniquement la vie électrique en tant que vie en voie d'électrification. C'est la vie moderne. Et dans cette vie moderne, il y a un certain nombre d'éléments qui sont inquiétants. Et la vision dans cet ouvrage, La vie électrique, de Robida, de l'avenir, eh bien, c'est comme beaucoup d'auteurs de science-fiction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, c'est assez connu, la plupart des engins de Jules Verne, ça se termine en catastrophe. Le Nautilus finit par couler. Et donc, on est plus proche de la, bon, pour les gens qui aiment les mots un peu savants, de la dystopie que de l'utopie. Et donc, ça se termine très mal. Et voici cette vision qui est intéressante puisqu'elle montre à la fois la pollution chimique et la pollution bactériologique. Il sait qu'il y a toute une série de microbes, de bacilles, qui vont tuer les poissons, autre pollution dont on a peu parlé aujourd'hui, mais ce n'était pas le sujet, c'est-à-dire l'eau. Et d'autre part, cette vision absolument apocalyptique qui est due au charbon qui envahit et qui détruit toute l'atmosphère. Pour le plaisir quand même, là aussi nous avons des clichés dans nos têtes. Si on parle d'industrie, nous avons notre image de droite. L'image de droite, c'est une vue de je ne sais plus quel artiste, dans l'entre-deux-guerres, qui représente Saint-Denis. C'est la gare de Saint-Denis, et puis derrière, tout ce paysage industriel avec des fumées qui couvrent l'atmosphère qui est grise. Je me suis permis de mettre quand même que pendant très longtemps, l'industrie, c'était aussi de la petite et de la moyenne industrie. La grande usine n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle. Et là, vous avez, si on se place plutôt vers la banlieue est, que j'aime bien, à Joinville, vous avez la sortie des usines Pathé. Et vous voyez qu'à la fois, bon là, il n'y a finalement pas beaucoup de cheminées, mais aussi il y a ce côté qui restait très longtemps dans la banlieue, c'est-à-dire des espaces vierges et aussi pas mal d'espaces agricoles. Pendant longtemps, Montreuil était connu pour ses pêches, etc. Donc, on ne peut pas non plus généraliser. Mais c'est vrai que la vision que nous avons gardée de la banlieue est plutôt cette banlieue industrielle telle qu'on la voit. Alors, si nous avançons et nous arrivons au XXe siècle, l'exercice est toujours un peu périlleux pour moi, c'est-à-dire que je dois balayer en 15-20 minutes pas mal de siècles d'histoire, donc forcément je suis un peu caricatural et ça manque un peu de nuance. Mais bon, ce n'est pas un oral d'agrégation, donc je n'ai rien à craindre. Alors, si nous avançons, il est intéressant de voir que les accidents industriels sont visibles dans un certain nombre de pays d'Europe, pas forcément des métropoles. Là, ici, il y a un cas dont toute la presse a parlé, qui se passe en Belgique, dans la vallée de la Meuse, une vallée extrêmement industrielle. Et en 1930,
entre 30 et 31, c'est décembre, janvier. En général, ça se place en hiver, problème souvent lié à l'hiver, au manque de vent. Il y a alors l'expression de nuages délétères, de nuages donc dans des régions dominées par la sidérurgie en particulier, les centrales thermiques au charbon. Là, il y a eu, on pense, une vingtaine de morts. Alors là aussi, c'est une autre question. Thierry Gaudin se posait la question de la mesure. La mesure des décès directs est extrêmement difficile. Vous verrez que sur Londres, je vais être obligé de donner une fourchette très très large. Mais en tout cas, il y a eu suffisamment une vingtaine de morts environ, au point que la reine se déplace. Et là, donc, c'est une photo où la reine croise un cortège funèbre et s'arrête pour leur rendre hommage. Tout cela était finalement vu comme des accidents industriels, de même qu'il y avait des explosions de machines à vapeur. Au fond, il y avait... Donc, dans l'idée, c'est qu'il y avait une certaine fatalité et qu'il était difficile d'aller plus loin. C'était un peu la rançon à payer au progrès. Si on avance sur l'après-Seconde Guerre mondiale, nous allons pas mal parler de Londres. Londres était connu pour son smog. Le smog, vous savez, c'est un mot fabriqué à partir du mot fumée, smog, et du brouillard, fog. Alors, il n'y a pas que Londres qui a connu du smog. On a un épisode à Pittsburgh dès 1948. Il y aura Los Angeles plus tard. Et là, nous allons voir un petit film, si la technique marche, sur le fog de Londres de 1952, qui est alors, vous verrez les images. Alors, si ça démarre, ça démarre. Alors, j'ai pris ce petit film parce qu'il dure 1 minute 30. Il y a d'autres films qu'on trouve sur Internet qui durent 5 à 6 minutes, mais comme je veux laisser un peu de temps quand même à Thierry. Alors, il a quelques défauts, ce film. D'abord, les textes mangent un peu l'image. Or, l'image, pratiquement, elle se passe de commentaires. Deuxièmement, ça a été fait par une société, par une ONG environnementaliste. Et vous voyez une petite contradiction, on parle de l'industrialisation et finalement ce qu'on voit surtout dans le film et ce qui est dit, c'est que ce sont les chauffages au charbon parce qu'il faisait très froid et puis que le climat, on était sur un anticyclone, il n'y avait pas de vent, etc. Donc il y a un petit problème à ce point-là. D'autre part, les chiffres varient entre 4 et 12 000 morts. Ceci dit, en 5 jours, c'est quand même une véritable catastrophe. Et il y a 2 éléments intéressants dans le film. On dit que finalement, cette pollution
Alors, cette fameuse purée de pois, ça faisait partie du folklore britannique, cette purée de pois était vue comme une image inhérente à la métropole londonienne. Et que cette catastrophe de 1952 aurait changé les choses. On va le voir, ça a changé les choses, mais ça a pris aussi un certain temps. Alors, ce qui est, je veux dire, intéressant, c'est que pendant très longtemps, l'air, un petit peu, la couleur jaune de l'air à Londres faisait partie non seulement du folklore, mais faisait partie aussi de ce qui avait plu, par exemple, aux peintres. Si on prend Turner, ou si on prend surtout Monet, Monet adorait aller à Londres parce qu'il y avait une lumière très particulière qui, en fait, est une lumière, c'est un air pollué, un petit peu jaune, et s'il faut regarder les tableaux de Monet, on les comprend parce qu'il y a... Et Monet était un peu désespéré par la lumière du midi, qu'il trouvait d'une grande tristesse et finalement beaucoup moins intéressante. Ça, c'est une vue de peintre. On ne va pas entrer dans les considérations. Mais ce côté, cela fait partie du folklore jusqu'au point où ça ne fait plus partie du folklore quand il y a de tels dégâts. Alors, si nous revenons vers la France, on avait vu que dès le XVIIIe siècle, il y avait un certain nombre d'éléments. La France a été plutôt en avance et le premier décret véritablement sur les pollutions industrielles, et en particulier les pollutions atmosphériques, date de 1810. C'est un décret impérial de Napoléon, roi d'Italie, enfin, etc., tous ces titres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une enquête. On a écrit en particulier à l'Académie des sciences, c'est la phrase que je cite, « Le gouvernement ne peut tolérer que pour l'avantage d'une industrie, tout un quartier respire un air infect. » Ça pose aussi une question qui est importante, c'est cet équilibre entre les intérêts de l'industrie, qui sont réels en termes de travail, en termes de richesse, et les intérêts globaux d'une société qui a aussi le droit de respirer un air normal. C'est bien posé. La législation de 1810, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent dans la salle, ça divisait les bâtiments, les établissements insalubres en 3 catégories. La première catégorie, c'était des établissements industriels qu'on éloignait des habitations. La deuxième, c'était, on pouvait éloigner, mais ça pouvait être discuté. La troisième était sans danger. Cette législation n'a été appliquée que dans le département de la Seine, parce qu'il avait fallu créer un corps des inspecteurs et qui n'a été créé que pour la Seine. L'ancien département de la Seine, c'est-à-dire 80 communes, vous savez, avant qu'on ait découpé dans les années 60. En 1917, il y a une reprise de la loi de 1810, avec les 3 catégories et autres. C'est assez amusant, ça y ressemble, sauf que là, on se décide à créer des corps d'inspecteurs, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. La loi Morizet sur la suppression des fumées industrielles est une loi intéressante, 1932, malgré la crise industrielle, on est en pleine crise de ce qu'on appelle la crise de 29, et qui malheureusement n'a pas été vraiment suivie des faits. Olivier Venin m'avait envoyé un texte en journal de Saint-Denis du Citoyen, enfin oui, c'est du Citoyen, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, mais qui se plaint des fumées industrielles auprès du préfet. Et je cite ensuite, voilà, l'association, les textes de 58 et de 61. Alors, les polluants, j'en ai pas parlé, c'est le dioxyde de soufre. Dans certaines régions, c'est lié à la fabrication, à l'électrolyse de l'aluminium et les oxydes d'azote. Si, et j'en aurai bientôt terminé, si on se place sur un plan international, on voit finalement, alors je reste sur l'Europe de l'Ouest, ou sur le monde occidental, on voit finalement une relative concordance des dates. La première loi américaine après des pollutions, en particulier à Los Angeles, une pollution au début des années 50 qui a été assez lourde. Vous allez me dire que Los Angeles est traditionnellement pollué,
mais en tout cas, première loi américaine en 1963. Et vous voyez les dates suivantes. Ce qui est intéressant, pourquoi je l'ai mis en 72, première conférence des Nations Unies sur l'environnement. Et on parle énormément de l'acidification des lacs de Suède, et en particulier du problème des pluies acides, qui vont beaucoup frapper aussi les Allemands. Sauf que, comme on l'a remarqué, ça fait juste un siècle, à peu de choses près, qu'un Britannique a déjà mis l'accent là-dessus. Donc, si vous voyez toutes ces dates sur les qui suivent, on constate donc des mesures administratives. Alors, en guise de conclusion, au fond, la question que j'essaie de me poser, et je n'apporterai que des parties de réponse, c'est finalement, si on constate qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, il y a eu des phénomènes de pollution atmosphérique, qu'elles ont créé des dégâts quand même assez importants, et sans doute jusqu'à la pointe, la crise majeure de 1952 à Londres. Pourquoi, au fond, ce retard dans la prise de conscience pour prendre des mesures? Je crois d'abord, il faut rappeler, mais ça je veux dire, j'ai presque honte de le dire devant vous, qu'il s'agit d'un phénomène complexe. Si on disait le charbon est responsable fondamentalement de la pollution, et puis si on se passe du charbon, il n'y a plus de pollution, ça serait simple. On se rend compte que les phénomènes de pollution atmosphérique sont d'une très grande complexité et que plus la science avance, plus elle observe, plus on se rend compte des difficultés. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments psychologiques qui peuvent surprendre aujourd'hui, mais que j'ai retrouvés dans les textes. La première que vous voyez indiquée, quand nous regardons une cheminée qui fume aujourd'hui, en gros, surtout je pense nos enfants ou nos petits-enfants, la réaction c'est dire c'est sale, c'est pas beau, etc. Pendant très longtemps, c'était le symbole de l'activité, de la richesse, de l'emploi et de l'emploi sur place. C'est-à-dire éviter de partir à l'autre bout de la France ou plus loin pour trouver du travail. D'autre part, les odeurs parfois on était plus sensible aux odeurs parce que c'est une évidence qu'à des pollutions qui mettent du temps parfois à faire leurs dégâts. Ensuite, la notion de local et global. Nombreuses pollutions étaient extrêmement localisées. Passer du local au global, c'est non seulement une question de mesure, mais aussi une question de mentalité. Dire au fond que les problèmes ne sont pas que localisés. Et puis, alors là, sans vouloir en faire trop, mais la notion de scandale qui peut évoluer. Quand on dit que, par exemple, on rejette dans une rivière des polluants, aujourd'hui, en 2018, c'est l'horreur. Il faut imaginer que pendant très longtemps, ça valait mieux que plutôt que les polluants soient sur place, qu'ils empestent tout le quartier et surtout qu'ils empoisonnent les puits et qu'ils rendent un quartier absolument inhabitable. Il faut imaginer par exemple, puisqu'on est à Paris, la Bièvre, qui était une petite rivière très, très industrielle, où il y avait en particulier des tanneurs, la mugisserie, les équarrisseurs. Enfin, je vous ai vous passer de tous ces détails. Eh bien, la Bièvre était horriblement polluée. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a couverte et on a déplacé certaines activités. Point, c'est exactement comme à Londres, on estimait que finalement ça faisait partie du folklore. C'est l'idée aussi que, eh bien, il y a des banlieues industrielles. Donc, ces banlieues industrielles, elles sont naturellement polluées, et il y a des banlieues résidentielles, et elles sont à l'abri. Alors, la caricature, parce que c'est une ville, je vais de temps en temps, c'est entre Saint-Pierre-des-Corps et Tours. On voit bien que Tours est une ville bourgeoise où il n'y a pas d'activité industrielle. Toutes les activités industrielles ont été balancées à Saint-Pierre-des-Corps, qui est une ville qui a connu des industries lourdes et polluantes, et qui est aussi une des premières communes communistes depuis 1920. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux. Donc, là aussi, il y a des éléments intéressants. Alors, ensuite, sur les évolutions les plus récentes, je citerai un sociologue qui s'appelle Lascoum,
L'émergence de la dimension sanitaire, actuellement, présente un double caractère. D'une part, elle rompt avec la problématisation technico-administrative qui prévalait depuis le XIXe siècle. D'autre part, en tant qu'enjeu de santé publique, elle contribue à rendre tangible la question de l'exposition aux risques faibles. Et ça, et là, je terminerai après, donc ça sera notre petit ami le robot là, qui continue de travailler. Si je comprends bien, il travaille autant qu'il veut. Mais c'est vrai qu'il y a... On est passé aussi à des niveaux de pollution et de connaissance de la pollution qui font que ce qu'on appelle les particules fines sont quelque chose qui est extrêmement pris en compte, ce qui n'était pas du tout pris en compte avant. Ce qui fait qu'on se trouve vers des problèmes de plus en plus globaux, de plus en plus complexes, de plus en plus interconnectés. Malgré tout, pour terminer sur une note positive, si vous allez à Londres, vous avez comme des chances de voir un petit peu plus loin qu'un pied, comme dans le film. J'ai oublié d'ajouter que la criminalité avait augmenté très rapidement à Londres pendant ces 5 jours de fog. Dans la mesure où on ne voyait rien, c'était pratique. Il y a eu un certain nombre de coups de poignard. Bon. Donc, il y a ça aussi. Il n'y a pas que la lumière, le brouillard. Et vous savez une chose amusante, et ça me revient, mais j'ai peur d'être un peu long. Jacques Léventreur, si je vous en parle, c'est évident pour vous qu'il sévit les jours de brouillard. Or, la police anglaise dit qu'il sévissait les jours où il n'y avait pas de brouillard. Mais tous les films, Madame Tussaud, etc., vous montrent toujours par un jour de brouillard. C'est-à-dire que vous voyez comment cette impression générale vient se surimposer à la réalité historique. Voilà. Donc, je terminerai sur cette dernière image qui se passe de commentaires. Et je vous remercie pour votre attention.